Bah écoute, premièrement, merci beaucoup à toi de m'accueillir chez toi dans ton antre, j'ai envie de dire, par rapport à ça. Tu es au Kitchen Club. Au Kitchen Club. À l'endroit même où je fais les playtests de sous que je raconte depuis la revue. C'est en vérité moi qui te remercie. Merci de m'accueillir sur ta chaîne YouTube. C'est un vrai plaisir. Bah écoute, plaisir partagé. Donc, ce que je te propose pour que cette discussion soit un peu constructive, on va l'axer peut-être en deux points. La première, c'est qui es-tu réellement derrière la façade de Sombre, parce que je pense que tout le monde te connaît à travers les fanzines, les magazines qui sortent maintenant de façon depuis quand même pas mal de temps par rapport à ça. Et la deuxième axe, en fait, plus ton cœur de cible au quotidien, c'est-à-dire Sombre même, qui est décliné en forme de trois systèmes, à savoir le classique, le Sombre 0 et le Sombre Max. Sur la question de savoir qui est vraiment le cible. En vérité, et pour être très honnête, je trouve que c'est une question très secondaire. C'est-à-dire qu'en fait, de mon point de vue, je suis, ou j'espère en tout cas l'être, moins intéressant que Sombre. L'idée, c'est qu'en fait, pour moi, ce qui m'apporte vraiment, c'est pas tant de mettre en avant en tant qu'auteur, c'est de promouvoir mon travail en fait. Directement, oui. C'est-à-dire Sombre. Alors, le point, c'est que je réalise bien que je suis pour une bonne part la vitrine du jeu, ne serait-ce que parce que je fais des démonstrations conventionnelles. Hein. Mais dans un monde idéal, en vérité, j'apprécierais plutôt de m'effacer. Pour laisser place directement au jeu. Qui, à mon avis, est vraiment la chose essentielle. C'est pas vraiment très possible dans la société dans laquelle on vit, parce qu'en fait, on est dans une société de médias et d'images. Représentation principalement. Exactement. Je suis un petit producteur de produits culturels confidentiels, et je suis obligé. Qui remporte quand même un succès plutôt intéressant quand même. Ah mon Dieu. Bientôt les limousines, le champagne ne tolère pas et la cocaïne sont ce qui fait partie de Sombre, clairement. On me le promet depuis 10 ans, ça m'arrive. Non, le point, c'est qu'en fait, je suis conscient que je dois donner de moi pour promouvoir Sombre. À mes yeux, ce qui reste le point le plus important, c'est vraiment le jeu. Par ailleurs, je suis un écrivain. Et s'il y avait vraiment des gens qui ont des vies juste pas passionnantes du tout, c'est des écrivains, quoi. Je veux dire, l'égalité avec les comptables. Sachant qu'il y a quand même une certaine liberté en termes pour l'écriture, que le comptable est plutôt figé avec la partie. La vie me grandirait, ils utilisent Excel. Moi, je suis sur traitement texte tous les jours. Et c'est en vérité l'essentiel de mon activité, c'est ça. C'est en fait rester assis derrière mon clavier 10 heures par jour pour aligner des mots. Mais est-ce qu'avant ça, en fait, t'avais un passif quand même de mettre du jeu, de joueur Oui, complètement. Donc, c'est-à-dire que fondamentalement, je suis rôliste depuis que je suis adolescent. C'est cette passion pour le jeu de rôle et puis de manière générale pour les cultures de l'imaginaire, le cinéma et certains genres particuliers, le fantastique et l'horreur, qui a fini par produire toutes ces années plus tard il y a une évolution depuis ça m'est pas tombé. En fait, il y a un fil conducteur qui fait que tu arrives naturellement, j'ai envie de dire, à produire Sombre. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, je ne suis pas, Sombre ne m'est pas tombé dessus comme la Vierge sur Bernadette. Donc c'est pas quelque chose qui sort de nulle part. La lente percolation de mes passions depuis l'adolescence. Et c'est juste par contre après derrière c'est avec la maturité, c'est le développement d'une activité depuis le loisir jusqu'à l'activité professionnelle et le produit final. Depuis quand en fait remonte ta première création pour Sombre? En tout cas l'idée de créer ton propre jeu de rôle par rapport à ça. Alors en fait ça remonte au milieu des années 90. Au milieu des années 90, pour deux raisons. À cette époque-là, je sors d'une longue campagne simulacre
le jeu de Pierre Rosetta. Ouais, tout à fait. Qui a été super important pour moi parce que c'était le jeu qui m'a mis le pied à l'étrier de la maîtrise. Avant, j'étais joueur. Je cherchais un système avec lequel je pourrais m'exprimer en tant que meneur. Et les systèmes de l'époque, au début des années 90. C'est assez complexe. Le code était assez... Rollmaster, JRTM par exemple. J'ai joué à JRTM. Et le point, c'est qu'en fait, je suis toujours pas capable de mener ce type de système. Trop de technicité. Trop de tables aléatoires, trop de tables de coups critiques. Et en fait, je me perds très vite. Okay. Et assez rapidement, dans ce type de système-là, très rapidement, je me retrouve à tout gérer à la louche. En fait. C'est-à-dire qu'en fait, le système est tellement complexe. En fait, c'est de l'impro. Ouais, mais quasiment. Et du coup, c'est pas très intéressant pour la simple et bonne raison que, en fait, je m'appuie plus sur le système. Le système me dépasse. Je commence à tout gérer au feeling. Et je ne peux plus m'appuyer sur le système, et donc ça marche beaucoup moins bien. Okay. Je connaissais mes limites avant de mettre à la maîtrise. Et en fait, Simulacre a changé ça parce que Simulacre est simple, vraiment simple. Je l'avais découvert dans le premier hors-série Casus Belli. C'était Captain Voodoo, non? Ou Silver Edge peut-être, non? C'était avant ça. C'était celui qui a la couverture jaune dessinée par Casa. Et qui présentait il n'y avait pas un univers, il n'y avait pas un seul univers dédié comme Silver Age ou Captain Voodoo. Il y avait plusieurs petits univers, séries télévisées, du médias fantastiques. Tu pouvais faire du pick and choose, c'est ce que tu souhaitais en fait. Directement. Et du coup, moi j'avais fait ce que je voulais faire avec, c'est-à-dire les super-héros. Parce que je suis gros fan des comics à la base. Je lisais plutôt Marvel ou plutôt DC plutôt Marvel, parce qu'à l'époque DC n'existait pas en France. Exactement. Il y avait que Strange. Moi j'étais un gros fan du Spécial Strange et X-Men. Et le point c'est qu'en fait je voulais faire ça avec un jeu simple. Et quand j'ai lu Simulacre, je me suis dit avec ça je vais pouvoir y arriver quoi. Le jeu est vraiment simple. Il fallait y mettre un peu d'humain parce qu'il n'y avait pas d'univers spécial super-héros dans Simulacre. C'est arrivé après dans des articles complémentaires publiés dans Casus Belli. Mais en fait, je voyais que c'était à ma portée. Il y avait moyen que je m'approprie Simulacre pour en faire une sorte de Marvel Universe. D'accord. En fait, et quand je menais Simulacre avec mon patch super héroïque bricolé à la One Again, je m'appuyais fortement sur le système. Et c'est ce que je cherche en fait. Je cherche une base technique solide, carrée et qui soit pensée spécifiquement pour ce que je vais mener. Donc, d'où le patch technique que j'avais fait. Que tu as apporté à Simulacre. À Simulacre, qui est un jeu générique à la base. Exactement, oui. Générique universel avec lequel tu peux jouer tout un tas d'univers différents et d'histoires différentes. Donc je vois Simulacre, je me dis voilà, ça je peux le faire. Les règles, c'est 4 pages, c'est super cool. C'est hyper cool. Tu crées un PNJ, t'as besoin d'un chiffre et d'un trait, c'est génial. C'est ça. Donc les pictos, j'adore. Oui, t'avais le cœur, l'énergie, si je me rappelle bien. Et après tu fais une combinaison un immense fan du système de Pierre, c'est vraiment super bien. Donc ça m'a vraiment mis le pied à l'étrier. Là-dessus, j'ai développé toute une longue campagne super héroïque avec un monde très ouvert et plein de joueurs différents qui se croisaient, des personnages, etc. C'est toi qui écrivais le scénario ou... Alors en fait, oui, il y avait plusieurs choses. Il y avait une partie du lore qui était le Marvel Universe dans sa version Street, plus que global ou cosmique. Moi, je suis assez fan d'Iron Fist ou d'André, par exemple. D'où le Bandana. Aucun rapport. Mais c'est aussi Iron Fist. Le point c'est qu'en fait, voilà, il y avait une base de Marvel Universe. Il y avait par-dessus des choses que j'avais piquées dans des scénarios Casus Belli pour Marvel, pour les super-héros, et des trucs que j'ai inventés en plus. Je pliais mon truc, je kiffais à mort parce que j'étais en plein truc super-héros. Et puis je suis arrivé au bout de ce que j'avais envie de faire avec l'univers. Et puis je commençais à avoir envie d'autre chose. Et en particulier, je pense que j'étais arrivé sans savoir. À l'époque, je le concevais pas de cette manière-là.
quelque chose qui m'est venu après par réflexion, mais je pense que j'étais arrivé au bout de ce que j'avais envie de faire dans le domaine héroïque et aventureux. Je sors de cette campagne, Simulacre me ronge toujours autant, et j'écris un scénario horrifique qui se joue avec les règles de Simulacre. Et puis je mène ce scénario à plusieurs reprises, et ça me plaît vraiment beaucoup. Je me rends compte que le système de Simulacre, j'en ai pas besoin en fait. Et ensuite, c'est un scénario que j'ai fini par publier dans la revue. C'est le scénario numéro 11. Voilà. Okay. Le numéro 11, il y a un scénario sans règles qui s'appelle Bleed, qui est donc une version très avancée de ce premier scénar que tu avais créé à l'époque. J'avais écrit au milieu des années 90. Peu de temps après, alors là, je mène ce scénar. Je me tiens bien à le mener, c'est vraiment très cool. Et peu de temps après, je tombe sur Cult. Le jeu de Gunilla Johnson et Michael Peterson, un couple de Suédois. Et Cult me renverse si beau que je trouve ça super. Par rapport à quoi tu veux dire? Par rapport à la proposition de l'univers, par rapport au secret justement que Cult propose? Alors ce que j'aime dans Cult en fait à l'époque, mais toujours maintenant, c'est qu'en fait c'est un jeu qui est très référentiel et dans lequel je retrouve une bonne partie de mes kiffs cinématographiques. Parce que c'est très appuyé sur le cinéma d'horreur des années 80. Clairement. Cronenberg, Barker, Craven. Et moi je suis fan. Je suis gros fan. Et en fait, aussi bien l'univers que l'imagerie véhiculée par le bouquin m'enchante complètement. Dans le livre de base, il y a un scénario qui s'appelle Latin Arcadiego que je trouve superbe. Je le mène sans avoir lu les règles. Total impro, et ensuite ouais, ça, tu vois ce qui se passe. C'est un scénario qui est... il y a pas vraiment de combat, en fait. C'est beaucoup de repères théâtrales. Okay. Donc je le mène sans règles. Et puis à la deuxième partie, je me dis que c'est bon, super bien. Donc il faut que quand même que je lise les règles. Qu'on puisse jouer d'autres scénarios avec sachant que tu m'as dit en amont que les règles étaient hyper importantes pour toi. Oui, c'est ça, donc et c'est pour ça que je ressens le besoin de les lire en fait. Okay. Je vois bien que dès la deuxième partie, le premier scénario était un peu atypique, était très orienté repère théâtral, mais très rapidement je ressens besoin du système en fait. Je veux pouvoir gérer les trucs, gérer les actions des joueurs et des PNJ de manière carrée pour faire des jets, etc. Donc ça j'ai vraiment besoin. Donc je lis tout bien les règles, j'écris un scénario pour exploiter les règles, parce que à l'époque j'ai juste le livre de base. Et puis j'arrive pas du tout à mener les règles de Cult, ça marche pas, mais ça marche pas du tout. C'est un peu archi parce que Cult, dans cette édition-là, est un système assez velu. Ouais, c'était assez compliqué, oui. Maintenant ils l'ont changé pour un système PBTA, mais à l'époque c'est assez velu et je suis complètement dépassé. En fait, je suis juste pas capable de mener Cult. Du coup, en pleine partie, j'improvise un autre système. Je récupère la base technique et conceptuelle de Simulacre, et puis je colle ça. Tu shifts complètement sur la partie juste horrifique pour pouvoir aller au bout du combat que j'ai commencé quoi. Donc en fait tes joueurs ça l'ont ressenti en fait, la dichotomie entre l'ancien système et l'impro tout de suite en fait, que tu as pu shifter rapidement sur en toute honnêteté je me souviens plus. Ça devait être en 1995 ou 16. Ouais, ok, je te l'accorde. Il y a pas mal de jeux à passer sous les pieds. Donc je ne sais pas comment ça s'est passé du point de vue des joueurs, je pense que je m'en rappelle. Mais par contre, de mon point de vue à moi, ça m'a resté, parce que c'était un moment de panique intense, tu vois. Clairement. Je suis devant mes potes, j'essaie de faire le mieux possible comme pour interpréter, pour proposer. Que j'adore, quoi. Ouais. Et puis je me vautre lamentablement, quoi. Donc je récupère ce que je peux grâce à Simulacre. Ça marche plutôt pas mal parce que Simulacre c'est et donc la partie suivante, je me dis c'est cool. Là j'ai trouvé un truc. Je faisais du Simulacre super-héros, je vais pouvoir faire du Simulacre horreur après tout, pourquoi pas.
Donc en fait, ce qu'il faut, c'est que ce que j'ai improvisé sur le speed pendant la partie juste pour terminer le combat, ce qu'il faut que je fasse, c'est je le mets par écrit. Comme ça, je suis cohérent d'une partie à l'autre. Ouais. Une sorte de continuité. Bidouillé comme Atari, mais il y aura une continuité d'une partie. La main dans le cambouis, en fait, c'est ça. Donc je me dis, en plus, ça va être sympa parce que c'est un petit patch, comme j'avais fait pour ma campagne super-héros, un petit patch technique pour Simulacre, j'en ai pour 20 minutes, quoi. Là, voilà, 2022, j'y suis encore. Et fondamentalement, mon échec a mené Cult. Concrètement, oui. À découler en fait sur l'envie de créer ton propre système et classique sombre. À initier Sombre. Au début, c'est quelque chose que j'ai raconté dans la revue. Dans la grande série, j'ai écrit c'est ça. C'est dans le 5. Okay. Donc tout ce que je te raconte là, j'ai écrit, je l'ai écrit. Retranscrit dans leur série. Pour expliquer l'origine, la genèse de Sombre. Et le point, c'est qu'en fait, à l'époque, j'étais pas conscient que j'étais en train de planter la petite graine qui allait faire pousser Sombre quelques ça n'est plus tard. Mais en fait, c'est vraiment de là que c'est parti. Alors, il reste les PNJ en une stat. Ouais, voilà. Et puis, la façon rapide de créer un PNJ. Il reste aussi la philosophie de la vraie simplicité, c'est-à-dire des règles simples, vraiment simples, et aussi il reste quelque chose de simulacre dans la structure du tour, les actions, ouais, etc. Bien sûr. Et donc il reste une architecture technique que je dois à Pierre, mais qui a été retranscrite et modulée en fait à ta sauce. Oui, et en de nombreuses étapes en fait de game design pour en fait tout simplement réaliser la promesse du jeu qui est d'émuler la peur. La peur comme au cinéma. Exactement. Qui est un objectif pointu, qui n'est pas arrivé tout de suite. C'est la raison pour laquelle en fait le développement du jeu a été très long, parce que j'ai pas fait l'école du game design, il y en a pas. Donc du coup j'ai un peu mis la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire que je suis parti en me disant allons bidouiller Simulacre pour jouer à Cult, et puis sans plus réfléchir à quels étaient fondamentalement mes objectifs de maîtrise, ce que je voulais faire avec. Et c'est pas mal parce qu'à l'époque. Après c'est le début, forcément tu tâtonnes, t'essayes de façonner un petit peu un jeu comme voilà. Oui. Et puis j'étais jeune et peu expérimenté, moins que je le suis maintenant. Et par ailleurs, je me posais pas réellement ces questions fondamentales qui en fait normalement auraient dû précéder ma démarche de game design, au moins l'accompagner dans les débuts pour poser le cadre, tout simplement parce que en fait j'avais pas conscience que j'étais en train de développer un autre jeu que Cult. Ouais. Et la vérité, c'est que les auteurs de Cult avaient déjà fait ce travail de conceptualisation. Ils avaient déjà une proposition ludique forte que en fait je m'efforçais de réaliser à ma taille. Et ça marchait pas non plus, parce qu'en vérité j'ai fini par comprendre que moi ce qui m'intéressait dans cette affaire, c'était surtout de jouer des petits films d'horreur. C'est pas exactement la proposition de Cult, parce qu'en fait Cult s'accompagne d'un énorme univers magnifique, un secret principalement, et avec conspiration, exactement, oui. Secret, des machins. Ce qui incite fortement au jeu en campagne. En campagne, oui. Et d'ailleurs, il y a plusieurs campagnes officielles pour Cult. Sachant qu'au fur et à mesure que tu joues, tu voiles un peu la trame de l'hilarité qui s'efface, et tu essaies de percevoir un petit peu les secrets qu'il y a derrière. Tu as une perspective initiatique. Exactement. Tu découvres quelle est vraiment, qui est la même perspective que celle de l'appel de Cthulhu. Ouais, tout à fait. De mon point de vue, Cult, c'est l'appel de Cthulhu des années 90, sauf que au lieu d'être une version trash, mais une version plus moderne, normal, parce qu'en fait le lore de Cthulhu, c'est celui de Lovecraft, qui date de la grande époque du pulp, de l'entre-deux-guerres. Donc le lore de Cult est plus appuyé sur le cinéma d'horreur des années 80, donc c'est normal que c'est une différence. Mais fondamentalement, c'est la même chose.
C'est-à-dire que tu découvres l'univers au fur et à mesure, que tu enchaînes les campagnes du commerce ou que le meneur développe sa propre campagne, c'est nécessaire pour rentrer petit à petit dans l'univers. Mais en fait, ça c'est assez loin d'un film d'horreur. Un film d'horreur, c'est pas un truc qui dure 24 heures. Maintenant, il y a aussi des séries télévisées sur un mode horrifique plus feuilletonesque. Mais même là, on est très loin d'une campagne rôliste au long cours. Au long cours, ouais, carrément. Donc, du coup, en fait, le cas de travail conceptuel qu'avaient fait les auteurs de Cult correspondait pas vraiment à ce que... À ta vision, en fait, de ce que tu fais. En fait. L'idée de Sombre, c'est juste d'expliquer ce que je fais, moi. Et de, fondamentalement, satisfaire mes besoins et mes envies uniques. Je lis... La démarche, ensuite, c'est d'expliquer bien pourquoi je fais les choses et quels sont mes kiffs. Ma pratique est particulière, d'une part parce que d'un côté je playteste dans la perspective de la publication, d'autre côté parce que je fais beaucoup de démonstrations en convention. Ouais. Donc je me rends bien compte que la table de l'auteur est très particulière par rapport à une table que j'imagine lambda, oui. Des gens qui s'intéressent à son. Donc de manière générale, je préconise rien du tout. Je propose du matériel, je fais en sorte qu'il soit très didactique, de manière à ce que les gens comprennent bien pourquoi je fais les choses que je fais. L'idée, c'est que mon idée, c'est que si je leur explique bien, ils vont pouvoir ensuite, à partir de ce que je leur livre, en tirer la substantifique moelle, de façon à pouvoir adapter mon matériel à leurs besoins, que je ne connais pas. Je ne connais pas les gens, la plupart des gens qui mènent mon jeu, qui jouent à mon jeu, je ne connais pas leur table, leur goût. Donc du coup, là, il n'y a pas de préconisation. Le point, par contre, c'est que j'explique bien pourquoi Sombre est fait. Le format, clairement, le format royal de Sombre, c'est le one-shot. Mais le one-shot, ça va de 15 minutes, une partie très courte que j'appelle flash, que je fais en convention, jusqu'à 12 heures. Donc en fait... donc après, libre à chacun d'adapter le système par rapport à son besoin, par rapport au scénario, par rapport à ses envies. Et puis inversement, d'écrire des scénarios qui semblent pertinents ou de construire les improvisations, parce que je donne aussi... Il y a tout pour improviser dans Sombre, il y a une méthode qui correspondent au format qu'on apprécie, au format qu'on peut raisonnablement jouer en fonction des contraintes. Exactement. Des contraintes diverses et variées des joueurs, en fonction du support sur lequel on joue. Est-ce qu'on joue en présentiel, est-ce qu'on joue en distanciel, par exemple, ça peut avoir un impact. Et l'idée, c'est je propose mes outils à moi qui correspondent à ma pratique. Je m'efforce d'expliquer bien pourquoi je fais. Pourquoi tu le fais. C'est la raison pour laquelle, par exemple, j'ai publié cet article sur la genèse de Sombre. Je sais d'où je suis parti, je sais pourquoi j'ai fait les choses que j'ai faites, et je sais pourquoi chaque règle de Sombre existe. Voilà. Donc, et c'est ce qui me donne la confiance. On en parlait au départ. La confiance dans le système, elle vient de là. Parce qu'en fait, je sais pourquoi j'ai fait les choses que j'ai faites. Mais je réalise bien, j'ai un petit peu d'expérience de l'écriture depuis le temps, qu'en fait, c'est pas quelque chose qui se transmet facilement à la lecture du produit fini. C'est-à-dire, quand la première fois que j'ai publié le système de Sombre, qui était sous forme PDF à l'époque, qui est Sombre Light, kit de démonstration. Le kit de démo, qui est toujours disponible sur terresetranges.net, cet excellent site. Le site officiel de Sombre. En fait, la première version de Sombre Light que j'ai publiée, je pensais tout bonnement que les gens allaient la lire et tout bien comprendre mes intentions, en fait, etc. Mais en fait, non, les gens ne comprenaient pas les intentions. Les retours étaient dubitatifs. Et j'en ai pris de la graine, en fait. Je me suis dit, bah oui, parce qu'en fait, tu penses que juste en publiant un texte, les gens vont l'interpréter à ta façon. Les gens, ils vont comprendre exactement pourquoi j'ai fait les choses que j'ai faites, et donc ils vont pouvoir se saisir de ce texte, de ces mécaniques, pour faire ce qu'ils ont envie de faire à leur table. Et en fait, non, ça marche pas. Il faut accompagner le jeu lui-même d'articles
qui explore et explique le pourquoi du comment. En fait, c'est un support par rapport au système. Est-ce que c'est pour ça qu'en fait, tu adoptes un style qui est plutôt familier dans le style d'écriture, qu'on retrouve pas forcément dans d'autres ouvrages ou d'autres publications? Je pense que, enfin, peut-être dans Deadlands où la personne tutoie directement le lecteur, mais toi, en fait, dans tous tes magazines, en tout cas moi ceux que j'ai parcourus, c'est très familier, c'est très, même quelque part intrusif peut-être. Ça, je pense que c'est une réelle volonté pour te rapprocher en fait de la personne qui a acheté ton jeu, ou encore une fois, comme tu l'expliquais, c'est vraiment pour, d'une façon pédagogique, dire bah moi je pense comme ça, donc je le retranscris comme ça avec les propres mots. Moi je vous vois le lecteur. Je suis poli, qui est bien élevé par ma maman. Le point c'est que dès le départ, il était clair pour moi que Sombre est un jeu d'auteur. Par opposition à un jeu d'éditeur qui aurait été commandé par un éditeur et qui embauche des gens pour développer un concept sombre. La démarche est tout autre. C'est un gars qui a besoin, qui aime le jeu de rôle d'horreur, qui veut jouer des films d'horreur imaginaires à sa table, et qui, comme c'est un ouf malade, met les moyens techniques, les moyens mécaniques de rôliste ludique, pour atteindre ses objectifs. En fait. Okay. Donc du coup, pour moi, c'était une vraie, de mon point de vue, c'était une vraie démarche d'auteur que j'ai décidé d'assumer en éditant moi-même le fanzine, mon matériel, de manière à pouvoir m'assurer que ce que je publie c'est exactement ce que j'ai envie de publier. Donc pour moi, ça faisait sens de m'exprimer à la première personne du singulier dans la revue. C'est un jeu d'auteur, donc l'auteur s'y exprime en tant que lui-même. Je parle en tant que jeune Scipion, je raconte mes parties, je fais des comptes rendus de parties. Quand je parle de sombre dans les articles que j'évoquais à l'instant, je parle à la première personne du singulier et je m'appuie sur une expérience passée, sur les choses que j'ai jouées à ma table. Dessus, Et quand j'écris les scénarios, j'assume que ce sont mes kiffs. Et le point, c'est que bon, je suis bien conscient que c'est de la lecture plaisir. C'est-à-dire que c'est 99,9% des gens qui achètent la revue le font parce que en fait ils sont dans une perspective de loisir. Mais je suis le seul gars qui travaille en tant que professionnel sur son nom, en vérité. Donc les autres gens qui pratiquent le jeu, eux, ne travaillent pas. Alors je suis super conscient. Donc je suis très conscient que je fonctionne dans le cadre du divertissement. Du coup, dans cette perspective, je trouverais pas forcément très pertinent de les écrire comme si j'écrivais une thèse, avec une distance scientifique. Donc la proximité avec le lecteur au quotidien, en fait. Mais ce qu'il faut bien réaliser, c'est que c'est une construction littéraire. C'est-à-dire qu'en fait, je n'écris pas la revue comme je te parle maintenant. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un style. Bien sûr. L'idée, c'est qui est affirmé et assumé de toute manière dans chaque numéro. L'idée, c'est qu'en fait, c'est un style qui se veut proche de ce que je suis réellement. Au quotidien. L'authenticité. C'est-à-dire quelque chose qui soit suffisamment bien pensé pour qu'on puisse en lire 10, 20 pages sans pour autant... sans être écœuré, tu vois. Ouais. Mais du coup, je suis T'as eu des retours là-dessus par rapport à, justement, à des lecteurs, des personnes qui ont acheté les magazines? Est-ce qu'ils t'ont dit, ok, c'est un style qui est trop intrusif pour moi, ou alors, au contraire, j'aime bien ce style-là, et ça caractérise et le jeu, et toi-même en tant qu'auteur, et je continue justement dans cette voie parce que j'aime ce que l'auteur fait, en fait. Alors, en fait, j'ai pas eu de, je me souviens, j'ai en tête des critiques dans lesquelles cet aspect du jeu est évoqué parmi d'autres. Et en fait, l'idée que j'en conserve, c'est que c'est clivant. Voilà, c'est-à-dire que ça polarise. Il y a des gens qui aiment, d'autres qui n'aiment pas. Mais en fait, comme n'importe quel, à mon sens, comme n'importe quel texte dans lequel le style est sensible. À partir du moment où
Oui, soit tu t'y reconnais, soit pas du tout, et dans ce cas-là, tu fermes le bouquin et c'est fini. Donc, voilà. Donc les gens qui aiment pas, ils passent à autre chose. Ils arrêtent de lire et passent dessus, à autre chose. Les gens qui accrochent et qui veulent plus de Johan Scipion qui raconte sa life dans les numéros. Et ben ils achètent les numéros et ils viennent aussi aux hors-séries dans lesquels je raconte carrément mes parties. Dessus, oui. Une sorte de version upgradée un retour de sensation, en tout cas de partie. Il y a un morceau d'ADN dans chaque numéro, en fait. C'est encore plus loin la démarche d'auteur, parce que là, carrément, l'auteur raconte ses parties avec ses playtesters dans cette pièce. Mais voilà, c'est comme tout, on peut pas plaire à tout le monde. Si on est un peu réceptif, c'est cool à lire. Hein, et ça rend le jeu vivant, et j'espère que ça incite à la maîtrise. Parce que c'est tout l'enjeu du texte rôliste. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, la difficulté de l'écriture rôliste, c'est qu'en fait, tu n'écris pas un texte pour que les gens le lisent, même si les articles ne sont pas faits pour être joués directement, ils participent, ce sont des aides de jeu qui participent. Bien sûr, c'est un support de la compréhension en plus. Ouais, l'objectif, c'est pas que les gens lisent sombre sur leur toilette ou dans leur chambre. Le soir, avant de s'endormir, l'objectif, c'est qu'en fait, ils le jouent à leur table. Donc en fait, il faut d'une manière ou d'une autre inciter un petit peu donner envie en fait. Dessus, aux gens de le lire. Voilà. Alors donc j'espère que ça participe de ça. Si je me trompe, dommage. Et puis je pense qu'il y a un certain nombre de personnes que ça peut intimider parce qu'ils se disent oh là là sombre c'est le trip de Johan. Voilà. Ouais. L'ego trip dans chaque numéro il parle à la première personne du singulier, aucun autre auteur le fait. Du coup j'ai l'impression que quand je lis le bouquin il est en train de me causer dans l'oreille ça m'intimide. Voilà. Après c'est un peu la sensation quand tu lis les magazines, t'as l'impression que t'es vraiment à côté et tu racontes ta sensation de jeu, comment tu passes sur les choses, comment t'as mené. Mais de mon point de vue la démarche c'est plutôt d'essayer de parler à hauteur de ma table et d'égal à égal avec les meneurs qui vont jouer mon jeu. C'est-à-dire qu'en fait, c'est plus une vocation pédagogique derrière. Ouais, c'est ça. Bien toi qui es meneur de son, en fait, je veux pas m'adresser à toi comme si je condescendais à te répondre ma culture et mon expérience de son. Je suis l'auteur avec un grand A, tu vois, sur c'est moi qui ai les vérités absolues, et ensuite. Dans ma petite tour d'ivoire sur ma colline, et puis j'illumine le monde de ma science. En fait, je trouve ça crétin. Parce qu'en vérité, toi et moi, on en est exactement au même point quand on est à notre table à mener sombre. On essaye de faire le mieux possible pour faire vivre le jeu pour nos joueurs. Et du coup, en fait, on a exactement les mêmes problèmes. Comme disait Ramirez, toi et moi, on est frères. Les frères. C'est ça. Et là, c'est l'orage, il y a des écarts. Ce que je veux dire, c'est fondamentalement une relation, de mon point de vue, d'égal à égal. La seule différence entre toi et moi, c'est que j'ai une plus grande expérience de sombre et que, comme je te le disais au départ, je sais pourquoi je fais ça. Après, c'est plus des recos, des tips que tu te nous de jeu, voilà, en disant, moi je fais comme ça, si ça vous plaît, entre guillemets, adoptez les mêmes principes. Et, voilà. Donc, mon idée, c'est ça. Mon idée, c'est de te causer comme si on avait les mêmes problèmes, c'est le cas. De te causer d'égal à égal, donc de m'exprimer comme je m'exprime quasiment dans la rue. C'est au niveau stylistique, c'est ça. C'est le but. Et puis c'est fait. Je fais des petites blagues de temps en temps. C'est rigolo, ça dans chaque numéro quasiment. Parce que l'idée c'est surtout sur Predator, etc. L'idée c'est d'assumer le divertissement. Bien sûr, ouais. Voilà. C'est parce qu'en fait. Oui, puis en plus, ça donne vraiment un style au magazine que tu retrouves nulle part, en fait. Donc, c'est aussi une marque de fabrique, quelque part. C'est un jeu d'auteur. Ouais. Donc, là, qu'il y a un petit côté marketing, je sais pas, mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui est derrière. Il y a vraiment une démarche particulière.
marketing parce que si il y a du marketing, je ferai pas dessus. Si je voulais vraiment toucher les gens avec un produit qui fonctionne, je ferai autre chose que jeu de rôle. Et si je voulais toucher les gens avec un produit qui fonctionne dans le cadre du jeu de rôle, je ferai autre chose qu'un jeu d'horreur et je ferai autre chose qu'un fanzine. Médiéval fantastique, page couleur A4 et voilà. Je ferai des suppléments pour la 5e édition. Bien sûr, tout simplement. C'est ça qu'il faut faire si tu veux un peu gagner un peu de sous. Donc, et je trouve très bien faire des suppléments pour la 5e édition, mais c'est juste que moi j'ai envie de faire ça. Donc il y a pas la démarche est vraiment pas marketing. Il y a juste que j'essaie d'arbitrer la fabrication, la production du jeu de façon à prendre des décisions qui me paraissent sensées pour assurer autant que je peux la pérennité de la revue. Je kiffe des trucs, donc j'ai envie de faire des choses, j'écris des scénarios, je fais des impros, et puis je m'emballe sur des machins. Et puis après je me pose et puis je cause avec moi. Parce qu'on est plusieurs. Donc, Johan l'auteur qui arrive, oh c'est génial, j'ai fait ça, tout ce qui est cool, puis j'ai envie de faire ça. Puis Johan d'où le scénario habitué. C'est ça. Mais le scénario Johan l'éditeur derrière qui dit, mais attends, tu te rends compte qu'il faut faire le lore à un moment quand même, et qu'il faut, ce serait bien que c'est un peu cadré, un peu. Voilà, que le sommaire de ce numéro ressemble à quelque chose, qu'on évite, qu'il y ait un peu de variété dans la revue, qu'il y ait un peu de nouveauté, un peu de, exactement. Et donc en fait, la partie commerciale arrive en sorte de damage control, tu vois. Okay. C'est-à-dire il y a la créativité qui déboule. À la fin, et puis après de carrer un peu, t'as un gars qui essaie de recadrer pour que ça rentre pour éviter ça. Donc c'est ça l'idée, c'est au départ faire ce qu'il fait kiffer et à l'arrivée essayer de l'organiser de manière à ce que ça intéresse les gens. Et le style participe de ça. Voilà. Je pense que c'est une bonne manière d'exprimer de retranscrire en fait ton sentiment par rapport au jeu et à l'instant T et puis de typer le produit et voilà, donc c'est cool. Puis je me sens super à l'aise avec ça. Bien sûr, oui. Ça m'éclate. Bon, bah top. C'est tout le plus important. Alors, si je prends en fait le numéro de son, le numéro 1, le tout premier en fait, la promesse que tu évoques, c'est la peur comme au cinéma. Ma question est pour toi, qu'est-ce que tu entends? Pour toi, c'est quoi vraiment la peur? On a la définition vraiment Wikipédia ou du Grand Laos, mais pour toi, Johan Scipion, ça correspond à quoi? Alors, en fait, pour répondre à cette question, c'est plutôt le numéro 2 qui reprend. Parce que c'est exactement le sujet du premier article que j'ai publié pour Sombre. Le premier article, Sombre, il n'y en a pas dans le numéro 1, je regrette, mais j'avais trop d'aides de jeu en fait, et pas la place de autre chose que les règles et un scénario. Donc, c'est pas que j'avais trop d'aides de jeu, mais les jeux nécessaires me prennent 28 pages dans le premier numéro. Donc les premiers articles pour Sombre, je les ai publiés dans le numéro 2, qui est une sorte de Master's Companion du numéro 1. Et le tout premier article, c'est un article qui s'appelle Peur, tout bêtement, qui est en vérité l'un des articles les plus théoriques que j'ai écrit, en sens où le reste des articles que je lis sont plutôt des articles assez pratico-pratiques. Mais j'avais besoin d'un socle conceptuel sur lequel je puisse ensuite appuyer les articles suivants. Et en fait, cet article sur la peur est essentiellement un lexique. En fait, j'explique différentes notions et surtout la conception de journée dans le cadre de Sombre. Ouais. Ce qui est très pointu. Qu'est-ce que c'est que la peur, qu'est-ce que c'est que l'horreur, qu'est-ce que c'est que le fantastique, qu'est-ce que c'est que l'aventure dans le cadre de Sombre. Et en fait, pour répondre à ta question, la tagline du jeu, la peur comme au cinéma, c'est la promesse que veut faire Sombre en tant que jeu de rôle d'horreur générique. Alors, c'est-à-dire que c'est pas un jeu, c'est pas comme Simulacre, qui est un jeu générique universel qui te promet de faire tout ce que tu veux dans tous les univers. Une sorte de grosse boîte à outils et tu prends ce que tu souhaites. En fait,
simulacre n'est pas tellement, à mon sens, n'est pas tant une boîte à outils, parce que le système est tellement simple qu'il n'y a pas beaucoup d'outils dans la boîte. Mais par contre, ça t'incite fortement à rajouter tes outils sur la base qu'on te donne. Votre patch initial avec... C'est ce que j'avais fait avec les super-héros, il n'y avait pas de truc pour gérer les super-pouvoirs, donc j'avais développé des règles pour gérer les super-pouvoirs. D'accord. L'idée de Sombre, c'est qu'en fait, tu vas pouvoir tout jouer dans un cadre très précis, qui est celui des films d'horreur imaginaires. Oui. Donc l'idée, c'est de porter aussi... précisément que possible. Ouais, autant qu'il est possible. De porter ce qu'on voit au cinéma à une table de jeu de rôle. Alors c'est pas Ce sera également les clichés, tu veux dire, ou les carcans habituels? Les clichés, les codes. D'accord. Les structures narratives. Sachant qu'en fait... Les lieux, la maison, le lac, la partie camping, etc. Les personnages, d'accord. Ce genre de choses. Sachant que, évidemment, il y a une nécessaire adaptation, puisqu'on passe d'un média à un autre. Alors, ce sont deux médias narratifs, mais le cinéma est audiovisuel, et surtout visuel. Le jeu de rôle, c'est fondamentalement une conversation. Donc c'est linguistique. Donc les outils sont pas les mêmes, et donc il faut en passant d'un média à l'autre réfléchir à ce qu'on peut faire. Comment tu peux le retranscrire Qu'est-ce qu'on peut faire au cinéma qu'on peut pas faire au jeu de rôle, et inversement, et qu'est-ce qu'on peut porter du cinéma au jeu de rôle pour avoir l'impression que quand on fait une partie, on est dans un film d'horreur imaginaire. Imaginaire, bien sûr, parce qu'il n'y a pas d'image. Après, la mécanique de Sombre, et ce que je trouve d'ailleurs super bien expliqué dans ton numéro 1, c'est qu'à la fin, tu as toute une partie de questions-réponses, et tu expliques pourquoi tu fais ça, en fait. J'ai vu dans le vidéo. Donc, clairement, parce qu'en fait... Mais en fait, la fac est une version synthétique. Je parlais de la démarche pédagogique. La fac est une version très concise de ce que je fais dans tous les articles que je publie dans la revue. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est toujours expliquer pourquoi je fais les choses que je fais. Donc du coup... Tu sais que ça, franchement, c'est une super aide, clairement, pour expliquer également aux joueurs, parce que des fois, tu as des questions, mais pourquoi je peux pas faire ça? Parce que, tout simplement, dans un film d'horreur, ça marche pas. Exactement. Et donc, la mécanique s'incruste, en fait, sur l'histoire. Exactement. Donc, c'est comprendre comment fonctionnent les films d'horreur, pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut émuler ça à une table de jeu de rôle, et quelles sont les limites de l'émulation. Les choses les choses dont il faut faire le deuil, parce que de toute façon, c'est tellement cinéma que ça fonctionnera pas en jeu. Et dans cette perspective, l'idée de la peur, c'est la peur du cinéma. C'est-à-dire ce que te promet le cinéma. Pas la peur donc en fait, la question de savoir qu'est-ce que c'est la peur, c'est comment qu'elle est perçue par rapport à un écran de télé, en fait, ou par rapport à un écran géant. Comment elle est rendue par le cinéma. C'est-à-dire qu'en fait, la question c'est pas de savoir ce que c'est que la peur en général. La question c'est de savoir qu'est-ce que tu exprimes, qu'est-ce que tu ressens quand tu vois un film. Moi, la question que j'ai derrière, c'est est-ce que le jeu est censé te provoquer de la peur en tant que joueur même, personne qui interprète le personnage, ou alors c'est plus ton personnage qui est censé avoir peur, ou alors un mix des deux. En fait, on s'en branle de la peur du personnage. Donc c'est... Faut faire clair, parce qu'en fait le personnage n'existe pas. Ouais. Autour de la table, donc autour de la table, il n'y a que des joueurs. Donc ta vision, c'est plus d'effrayer, entre guillemets, ou de mettre mal à l'aise le joueur. En fait, l'idée, quand tu regardes un film d'horreur, c'est de ressentir toi-même des émotions. Exactement. La peur, c'est une émotion. L'horreur, c'est une émotion. Mais plein d'autres choses, parce que... La suspicion, le dégoût, l'angoisse... Ce que je veux dire, c'est que les films d'horreur ne promettent pas que la peur, ou ne promettent pas que le dégoût. Les films d'horreur, comme toutes les productions de fiction, sollicitent les spectateurs de tout un tas de manières différentes. Il y a aussi de l'amour, il y a aussi du sentiment. Après, ça fait appel à pas mal de codes et pas mal de sens chez l'être humain qui fait que ça développe un sentiment. Il y a tout un package d'émotions dans lequel
la peur et les dégoûts sont censés retranscrire ou être... c'est surtout que sont censés être prégnants. C'est ce que propose c'est ce que le spectateur généralement va voir un film d'horreur pour ça en fait. Donc quand tu regardes un film qui s'appelle Frankenstein, tu recherches pas la même chose que quand tu regardes une comédie romantique avec Meg Ryan. C'est pas le même délire. Même si une partie de ce que tu ressens dans une comédie romantique peut peut-être pouvoir le sortir dans Frankenstein. Aussi des histoires d'amour. Après, ça fait pas partie de la même sensibilité, en tout cas, la même corde qui est activée. Mais... Le film ne te promet pas la même chose. Et toi, en spectateur, tu vas pas chercher la même chose quand tu et en fait, d'une soirée à l'autre, en fonction de tes envies du moment, en fonction des genres avec lesquels tu regardes le film, tu vas mettre plutôt une comédie romantique ou plutôt Frankenstein. Donc dans le cadre de Sombre, l'idée c'est que c'est un jeu d'horreur. De mon point de vue, l'horreur associe peur et dégoût. La peur, c'est deux émotions. Alors, il n'y a pas horreur dans la tagline, c'est juste une question de musicalité. En fait. Parce que peur, ça sonnait plus. Ouais, ça sonnait mieux, ouais, dessus. Mais la vérité, c'est que c'est ça. La vérité, c'est que Sombre est un jeu d'horreur. Et d'ailleurs, c'est ce qu'indique derrière un quatrième de couverture. C'est un jeu d'horreur complet, c'est ça le truc. Et le point, c'est qu'en fait, la peur, c'est une émotion qui fonctionne par anticipation. Tu flippes des trucs qui vont arriver. Oui. Voilà. Le dégoût, c'est une émotion qui déjà arrivé. C'est ça, c'est une émotion qui fonctionne en réaction. Exactement. Il y a un truc dégueulasse et tu réagis. Tu prends plein fouet la perception et tu... Les films d'horreur et donc sombres, en fonction du thème du film, en fonction du scénario, des personnages, du sous-genre, organise en part plus ou moins importante la peur et l'horreur. Des fois il y a beaucoup de peur et pas beaucoup d'horreur. Des fois il y a beaucoup d'horreur et pas beaucoup de peur. Ça dépend de la balance. Et puis des fois ça marche pas et tout le monde rigole. Mais en fait, c'est une expérience cinématographique comme une autre. Ce qui n'est pas forcément le résultat escompté, mais... Alors, des fois, oui, parce que des fois, il y a des films, la comédie horrifique existe. C'est vrai. Existe. Des fois, c'est involontaire, parce que c'est juste... C'est juste une réaction qui est faite spontanée du spectateur. Ou c'est pas forcément mal fait, mais le spectateur n'a pas envie de rentrer dans le délire, parce que c'est une expérience participative. Et c'est quelque chose que tu ressens très bien en jeu de rôle. C'est-à-dire qu'en jeu de rôle, chacun doit mettre du sien. Autrement, ça marche pas. C'est ça. Enfin, ça marche beaucoup moins bien. Et puis l'émulsion du groupe n'est pas là, en fait. Tu peux pas forcer les gens à la peur, à l'horreur autour d'une table, ni devant un film. Alors, devant un film, c'est un peu plus facile parce que t'as l'image, et l'image s'impose au spectateur. T'as aussi l'ambiance en général que tu peux mettre, tu baisses les lumières, se couper un peu là. Mais ce que je veux dire, c'est que dans la vraie vie, la peur et le dégoût, ça s'impose immédiatement et violemment. La peur en particulier, c'est un mécanisme de défense. De défense, oui. De survie. Donc il y a un mec qui traverse la rue et t'as l'impression qu'il appelle une cacahuète. Tu flippes. C'est immédiat et c'est ractable parce que tu sais qu'il fait 3 mètres et puis il attend que j'ai une droite. Ça fait flipper. Mais en fait, dans le cas d'une fiction, c'est plus complexe d'obtenir ce type de résultat. D'une part, et puis il y a la distance, parce qu'il y a la distanciation qui est produite par le dispositif narratif. C'est-à-dire que tu sais que tu regardes un film, tu sais que tu participes à une séance de jeu de rôle, tu es avec des potes en train de causer. Ton perso, c'est pour ça que je te disais, on s'en fout un peu. Parce que par exemple, ton perso, il en chie comme c'est pas permis, donc tu reprends des chips. Donc il y a une vraie distance. Une vraie distance. Mais c'est une distance qui est voulue en plus. Qui est cool. C'est ça qui rend l'expérience horrifique, la peur ou le dégoût, agréable, parce qu'en fait c'est confortable. T'as eu déjà quand t'as mené des joueurs qui t'ont dit là on s'arrête parce que j'en peux plus, ou alors en fait j'ai une expérience, je veux pas aller plus loin par exemple parce que la description est trop exacerbée, ou alors l'expérience de jeu justement est tellement bonne que c'est compliqué. Non mais vraiment parce que j'ai consacré un article de 50 pages à ça, aux limites
aux limites de la sécurité un peu émotionnelle ou très tendance. En fait, l'objectif c'est éviter d'en arriver là en préparant en mettant en amont les carcans ou les sujets à pas passer en fait. Ben en fait ça tient plein de choses. Bon alors quand c'est en impro, il y a un brainstorming je fais un brainstorming, j'explique ça dans le numéro 5. Je suis un bon commercial. C'est bon ça. Mais voilà, il y a une méthode d'improvisation dans le numéro 5. Okay. Et en fait, c'est pas du tout une méthode qui va révolutionner le jeu de rôle. Hein. C'est l'improvisation comme on le fait depuis le début du jeu de rôle. Je pense qu'en 74, les gens avant d'écrire des scénarios, ils commençaient déjà à passer là-dessus. Ils improvisaient leur partie. Mais le point, c'est qu'en fait, j'ai expliqué toujours dans ma perspective didactique, j'ai expliqué comment j'avais ajusté ces outils d'improvisation à l'expérience spécifique qu'elles sont assez avec et à ce que moi je veux en faire avec. Donc l'idée c'est de faire un brainstorming. L'idée c'est de faire un brainstorming avec les joueurs avant la partie. Et donc du coup c'est un très bon filtre en fait. C'est-à-dire que vu que le challenge c'est de jouer avec le produit du brainstorming, si t'as pas envie que quelque chose se retrouve dans la partie, tu l'évoques en amont et ensuite en fait tu le mets pas dans le brainstorming. Tout simplement. Si tu vois que un de tes camarades met dans le brainstorming une idée qui te convient pas, bah tu le dis en fait. Ouais, terminé, ouais. Et du coup, et ça se passe bien. On joue pas avec. Moi en tant que meneur, mon challenge c'est pas d'inventer des trucs parce que je vais exploiter le brainstorming déjà parce que c'est du matériel qu'on a créé ensemble de perspective de jeu, donc les jeux qui soient utiles, et puis ensuite parce que c'est le principe même de l'improvisation telle que je la conçois, c'est-à-dire donner aux joueurs ce qu'ils ont envie de jouer. Donc dans le cadre d'un coach-up, tu vois, tu structures en amont en fait la conversation pour ensuite. Dans le cadre d'un scénario d'un scénario qui est préécrit, comme ceux que je publie dans la revue. Dans les revues. En fait, je fonctionne avec l'idée qui est l'idée du cinéma, qui est la bande-annonce. Directement. Et en fait, j'explique. Qu'est-ce qui va se passer, quel type de pitch. Après, libre aux gens. Et si les zombies, ça te pose un problème. Tu prends le numéro 2. En fait, le jour où je propose le scénario House of the Rising Dead du numéro 1, et ben tu viens pas. Tu viens pas, tout simplement. Peut-être que le scénario du numéro 3 à la Alien te plaira plus, parce que toi tu kiffes Alien, et donc exactement, tu viens à la séance, Alien. Okay. Alors c'est à mon avis, et c'est la manière dont le cinéma d'horreur fonctionne et c'est-à-dire t'envoies des bandes annonces qui sont après libre à chacun entre guillemets d'aller voir le film où les gens aient envie qui s'intéressent à ce type particulier de film et envie de voir ton film. Je fais un Predator-like. Les gens qui aiment Predator, ils vont s'inscrire. Je vais montrer dans ma bande ce que c'est du Predator-like. Et les gens qui n'aiment pas du tout le Predator-like, parce que ça dérange l'idée des prédateurs extraterrestres qui viennent de l'espace pour tuer des gens. En fait, pour le prochain, oui. Voilà, ils vont plutôt aller voir cet autre film qui promet, je sais pas, une histoire d'esprit ou de zombies ou n'importe quoi. Libre à chacun de choisir en fait sa fiction et son histoire. Voilà. Dans tes parties, est-ce que tu utilises des tips type, j'ai envie de dire, la musique, des bruitages, des effets visuels Je sais que récemment, il y a un joueur qui m'a dit à une table, par exemple, quand je mène en fait un jeu d'horreur, sans que les gens le sachent, je mets sous la table une baffe, et à un moment critique, bam, je balance le son et tout le monde fait un bond et ça fait un effet attendu. Est-ce que toi tu utilises la même chose dans tes parties en convention ou même entre privés? C'est leur série numéro 10. Il y a un article sur les accessoires au sens le plus large du terme. C'est-à-dire qu'en fait, je raconte de manière très pratico-pratique comment j'organise mon espace de jeu. Et donc en particulier. Alors il se trouve que oui, je fais des jumpscares.
j'aime bien. Ouais. Mais je l'ai fait tout à la bouche, parce que je suis un gars low-tech. En fait. Donc moi j'ai pas de baffle collé sur mon truc, je braille sur les gens, et donc du coup ça les fait sursauter. Et les mecs les prennent bien, ça va? Oh, c'est fun, hein. C'est fun. Le meneur te braille dessus. Là tu quittes pas, oh. C'est rigolo. Je n'utilise pas de musique parce que pour plein de raisons différentes. Alors, je dis pas que, encore une fois, je préconise rien. Hein, donc c'est pas quelque chose. C'est une question de logistique, une question de. Alors, quand tu focus sur l'histoire, c'est compliqué de gérer la technique ou. Il y a tout ça. Ouais. C'est-à-dire que d'une part, j'aime beaucoup l'idée que le jeu de rôle est low-tech. D'accord. J'aime beaucoup l'idée qu'en fait c'est côté indé dans un garage. C'est une activité qu'on fait juste en causant. Ouais. Avec pour support à ma table quelques bouts de papier sur lesquels on griffonne des trucs. Je trouve ça super cool. Et tout l'intérêt en fait, c'est là-dedans en fait. Cool, en fait. L'imagination qui va se créer par rapport à la narration, par rapport aux échanges, au dialogue. Exactement. La conversation. La conversation qui est cadrée, rythmée par les règles. Et appuyée sur quelques aides de jeu très basiques. Je kiffe ça en fait. Et donc j'ai pas du tout envie de t'imposer un carcan technique. De techniciser ça au sens sortir mes baffles, ma playlist. Même dans tes parties, j'ai envie de dire entre copains à la maison, sans convention, sans aucune pression. C'est pas quelque chose que je fais. D'accord. Voilà, parce que quand j'étais plus jeune, j'étais tout tentatif dans ce sens-là. Dans ce sens-là, comme tu le disais, je me rends bien compte que la gestion de la technique, même si c'est devenu plus simple maintenant, parce que à l'époque on n'avait pas les playlists, les machins. Exactement. C'était quand même devenu plus simple. Mais en fait, ça me demande de la bande passante en fait. Ouais. Et je préfère me concentrer sur l'animation de la typique adaptable. De la partie, j'ai la gestion du rythme, les descriptions. L'interprétation des PNJ. Mais c'est assez personnel. Parce que, encore une fois, c'est mes limites en tant que meneur. Voilà, je n'étais pas capable de gérer un peu tous les GRTM. Je suis pas non plus capable de gérer beaucoup de techniques autour de moi. Okay. Donc, mais ça, c'est perso. Et je comprends très bien que d'autres meneurs, je conçois très bien que d'autres meneurs, eux, prennent des accessoires et dessus. Ils sont capables de faire des trucs que moi, j'arrive pas à faire. J'ai mis. Mais par contre, il y a un autre point pour la musique, c'est que je me suis rendu compte qu'en fait, ça fonctionne. Quand tu regardes bien dans les films, y compris d'horreur, parce que les films modernes sont fortement musicalisés. C'est maintenant. T'as un tempo qui t'amène progressivement vers le climax. Tu t'en rends pas forcément compte, mais à peu près 75% des films, c'est la musique. Il y a la musique. Ouais. Les moments de silence sont vachement plus rares. Quand tu vois des vieux films d'horreur, des films d'horreur des années 70, 60, il y a beaucoup. Oui, là c'est Légion, mais. Ouais, il y a beaucoup de musique. Et dans tous les genres, c'est la même chose. Hein. La musique est de plus en plus prédominante. Et ils font ça de manière, c'est de mieux en mieux foutu. Après, moi, je trouve que ça te rend une immersion qui est c'est des pots. Parce que l'idée, ça colle au rythme de l'histoire, ça tu prends d'un point A à un point Z, en fait, c'est crescendo, et au fur et à mesure, la musique t'amène jusqu'à un point culminant, et là, bam, t'as le dénouement, donc. Alors, quand c'est bien fait. Quand c'est bien fait. Quand c'est moins bien fait, tu tombes dans le côté grotesque et rire qu'on parlait tout à l'heure sur les films d'horreur. Quand c'est bien fait, ça donne l'impression que le réel essaie de te manipuler. Ouais. Alors ici, il faudrait que tu ressentes ça, tu vois. Et puis là, c'est un code en fait, c'est ça. En t'avertissant 5 ou 6 secondes avant, en faisant démarrer le violon, que là, ça va être triste. Ça va être triste, ouais. Mais gars, si c'est vraiment triste, on va le voir en fait. Si la scène est bien écrite, si c'est bien joué, bien dirigé, ça va accompagner un peu plus. C'est ça. Alors, mais c'est un support, quoi. Quand c'est bien fait, c'est un support. Ouais. Quand c'est moins bien fait, t'as l'impression qu'en fait c'est caricatural ou que c'est un petit peu grossier. Tellement de l'élégance. Dans le cadre du jeu de Lolo, moi ce dont je me suis aperçu, c'est pour ça que c'est une vraie grosse raison pour laquelle j'ai arrêté de mettre la musique, c'est qu'en fait la musique elle impose son propre rythme à la partie. Oui. La musique c'est ça, c'est du rythme. Ah, bien sûr. En dehors de l'ambiance. C'est de la vibration qui fait qu'il y a un certain tempo, c'est du rythme. Ouais, tout à fait. Et en fait,
J'ai trouvé que ça, de mon point de vue, encore une fois, très perso, j'insiste vraiment là-dessus, c'est vraiment un ressenti très perso. Moi, ce que je ressens, c'est qu'en fait, ça diminue la qualité de ma maîtrise, parce que ça m'empêche ça masque les problèmes de rythme. D'accord, ok. Parce qu'en vérité... Ça vient, ouais, en surécran dessus, en fait. C'est qu'en fait, ça crée artificiellement du rythme, en incitant les joueurs à se caler sur le tempo de la musique. Ouais. Alors que, de mon point de vue, c'est la conversation qui devrait imposer ça. Ouais. Et en fait, ça masque les défauts de la maîtrise, de la conversation. Ouais. Et alors que quand tu joues en silence, quand tu as des problèmes de rythme, tu t'en aperçois tout de suite. Ah oui, c'est flagrant, ouais. Ouais, tout de suite. En fait, du coup, il se passe plus rien. Puis quand t'as pas d'impro, c'est hyper compliqué, et t'as un blanc et dessus. Alors qu'avec la musique, ça adoucit un petit peu, ça lisse en fait la partie. Ouais. Donc, mais du coup, moi, mon idée, c'est que la conversation soit meilleure. J'ai pas envie de masquer les défauts de la conversation, j'ai envie de... Oui, par un patch musical ou... Voilà, j'ai envie de savoir à quel moment je dois monter sur le pont pour que la conversation elle reprenne du peps et elle gagne en qualité, qu'elle a peut-être perdu dans les 15 ou 10 dernières minutes sans que je m'en rende vraiment compte. Mais la partie patauge un peu. Et comme il n'y a pas de musique, je vois bien que ça patauge. Et du coup, hop, je sais que c'est le moment où je vais injecter des autres. Je vais peut-être rebondir là-dessus. Est-ce que c'est pour ça qu'en fait tu favorises les parties qui sont courtes? Parce que justement, vu qu'il n'y a pas de musique, oui, il faut garder un tempo verbal assez constant, un flux de parole assez constant pour garder la dynamique en fait de la partie. Est-ce que c'est plus simple, j'ai envie de dire, à gérer à 3/4 d'heure ou même 1/4 d'heure des fois comme la partie Overlord, ou alors qu'une partie qui dure 5-6 heures où là, il faut argumenter, il faut avoir des joueurs réceptifs. Alors non, c'est pas pour ça. Pour la simple et bonne raison qu'en fait, je fais pas les mêmes choses en 15 minutes qu'en 5 heures. D'accord, ok. Ouais, c'est ça. Ouais, donc c'est un public différent. C'est pas le même genre de conversation. Ok. Ouais. Donc en fait, ce qui fait les formats plus courts, notamment le format max, qui est un format à 90 minutes, c'est qu'en fait, Max, qui est une variante de son pour faire des actionneurs horrifiques, des films à la Predator, des films d'action et d'horreur. L'idée que tu fais un actionneur impose par définition, par structure, un rythme rapide, dynamique. T'as pas le choix, ouais. L'action, moi, c'est pas grave. Ouais. Les choses, d'où la partition que tu as fait action, roleplay, climax, ouais, que tu découpes en 3 parties. C'est ça. Le truc, c'est que pour garder cette intensité que tu vois dans Predator, ouais, dans la Predator, ça monte et ça descend. Mais parce que c'est ça qui fait le rythme. Mais ça descend jamais trop bas et ça descend jamais trop longtemps. C'est pas toujours un truc. Oui, c'est pas toujours un truc qui remonte derrière. Et ça, c'est difficile à tenir sur 5 heures. Voilà. Ouais. Mais quand tu regardes d'autres films, les autres, Pamela par exemple, le rythme, le tempo est tout à fait différent. C'est sur le fantôme. C'est hyper lent et du coup, les deux sont très bien pour son. Mais je les mène pas de la même manière et j'attends pas le même. Et puis ça dépend le rendu que tu souhaites donner à la fin. Ouais, voilà. Tout à fait. Donc en fait, l'idée c'est, tu parlais de outils, c'est de savoir ce que tu fais et d'avoir les bons outils pour caler en fait. Donc pour ce qui est de la durée des parties, comme je disais, c'est très variable. Ça passe de 15 minutes à 12 heures. À 12 heures, ouais. Donc, le point juste, c'est adapter le format au propos. Tu fais un survival sans pitié agressif. C'est timé, ça va vite. Ouais. Il faut du rythme. C'est ça. Tu fais un mélo dark. T'en prends pour 2-3 heures. Ouais. Là, en fait, si tu essaies de le faire en 45 minutes, ça va être trop court. Il faut le temps de t'installer la narration, d'installer l'ambiance. On n'aura pas le temps de s'imaginer. Tout à fait. On n'aura pas le temps de commencer à développer des scènes d'interaction.
la mayonnaise. Ça n'a pas forcément monté au fur et à mesure. Ou sirop qui donc d'où les trois systèmes différents, enfin différents, les trois émulations entre le classique, entre le zéro et entre le max.